Bonjour Elite, cette vidéo sortira normalement le mardi 30 novembre 2021 et j'ai le plaisir de vous retrouver depuis un hôtel à Bourg-en-Stress. Effectivement, donc on n'a pas pu faire d'IRL, navré. Mon train a été, le train a eu du retard. J'ai loupé ma correspondance. Du coup, je suis arrivé trop tard et j'avais la flemme de faire cette IRL. Donc voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le topic de Il me demande, un topic qui a fait 9 pages avant d'être supprimé. Regardez, lisez cette hérésie sur mon auteur préféré, un auteur plus surcotax qu'Émile Zola, nous pose Il me demande. Donc on va voir un peu les arguments, les tenants, les aboutissants, puis moi je vais peut-être un peu vous dire ce que je pense de cet auteur. Bon, j'ai pas trop préparé mes arguments avant, ce qui est un peu dommage, mais c'est mon auteur préféré, j'aime beaucoup ses livres, et mais mon bouquin préféré c'est Germinal, voilà. Et puis après j'aime beaucoup L'Assommoir aussi. Puis le reste, même le premier. En fait, je vous parlerai un peu de son œuvre après, sans Wikipédia ou autre, de ce que je connais en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont des livres affreusement chiants, une complaisance à décrire la misère, matérialisme totalement déprimant. Quel est l'intérêt de Zola SVP? Donc il y a quelqu'un qui dit plus surcoté que Zola, il y a Chateaubriand, il y a Céline, il y a Victor Hugo, Rimbaud, etc. Donc tout le monde dit des noms, etc. J'ai toujours pensé la même chose et je suis heureux de voir que je suis pas le seul. Alors moi, je pense ça de Victor Hugo. Effectivement, Victor Hugo, voilà. Qui suis-je pour dire que Papacito ne va pas écrire de livre, pour dire que Victor Hugo est surcoté? Je ne sais pas. Mais effectivement, moi aussi, quand je lis Victor Hugo, parfois il y a des répétitions de mots comme Orelsan. Parfois, vous savez, il fait rimer épaule avec épaule. Alors, sa logique dans Orelsan, c'est fait peut-être parfois exprès pour montrer qu'il a la flemme ou autre. Mais je sais pas, Hugo, parfois il répète des mots comme ça. Je sais plus, à un moment, il y avait une phrase avec genre 4 fois évêque en 2 lignes. Et je me disais, mais putain, mais ça commence à devenir chiant. Alors, c'est ce genre de choses, hein. C'est pas incroyable comme argument ou comme point de vue esthétique, mais voilà, je vous avais déjà parlé aussi dans Les Misérables, il y a toute une partie qui vise à décrire l'époque et toute une partie qui vise à parler de l'histoire des Misérables avec Gavroche, etc. Et les parties sur Gavroche ou autres sont bien, mais c'est bien, hein, mais je comprends pas trop ce qu'il y a d'exceptionnel, alors que dans les parties qui décrivent un peu toute son époque, c'est hyper chiant. Franchement, c'est compliqué à lire, c'est des descriptions à n'en plus finir, donc je sais pas quelle est... Je sais pas si c'est du surcotement ou autre, mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal et je vois pas trop le génie quand je lis toutes ces descriptions, et même ça avait été très décrié. Alors, ben voilà. Et par contre, donc Émile Zola, alors je suis vraiment pas, j'aurais dû préparer un peu la vidéo parce que je suis vraiment pas un expert. Alors déjà, je sais qu'il s'inscrit dans le mouvement du réalisme, je crois que c'est ça. Hein, réalisme ou matérialisme, je sais plus. En tout cas, il vise à décrire le réel en se documentant beaucoup dans ses avant de réaliser ses livres. Donc voilà, on avait étudié ça même à l'école, qu'il allait s'enfermer, visiter des mines ou autres, prendre beaucoup de notes, et puis après construire son récit autour de ça, etc. Et maintenant, je vous parle de l'œuvre majeure d'Émile Zola. Alors, il a fait d'autres livres que je vais vous décrire là, mais en gros ce qui est plus connu de lui et ce que j'aime beaucoup lire, hein, j'ai pas terminé de les lire, c'est la fameuse saga. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire pour les livres, la dynastie, enfin, je sais pas, de 20 livres qui s'appellent Les Rougon-Macquart, qui décrit en fait l'évolution de différentes personnes d'une famille et différentes générations, donc des Rougon-Macquart, où au départ il y a une partie de la famille plutôt travailleuse ou autre qui vient des Rougons, et une partie plutôt frivole, qui a des problèmes d'alcool, etc., qui vient des Macquart. Mais les deux familles, je crois, ont des tares un peu génétiques, et l'idée de Zola, c'était de dire que les tares génétiques des deux ascendants, les deux voilà ascendants, vous comprenez, hein, vos parents sont vos ascendants, vos grands-parents aussi, se répercutaient après à plusieurs niveaux, au niveau des générations, et le but en fait, donc, c'était déjà de montrer comment cet art pouvait survenir, ou voilà, selon quel contexte elle pouvait apparaître dans l'évolution de ces familles. Donc il y a eu cette première chose. Il y avait le fait de décrire en fait tout le Second Empire. Vous savez que le Second Empire, donc en 1838 je crois, il y a un truc genre Troisième République, non c'est pas la Troisième République, mais en tout cas il y a une république qui donne le pouvoir à Napoléon III, et Napoléon III
III proclame l'Empire 4 ans plus tard, donc en 50, en 42, c'est ça, 42 ou 52, en 42 je crois. Et du coup de 42 jusqu'en 70 défaite face à la Prusse qui arrive, qui fête l'unification allemande dans la Galerie des Glaces à Versailles. Pendant du coup, c'est 42 jusqu'à 70, donc on va dire 30 ans, il y a eu ce qu'on appelle le Second Empire, période de grands chamboulements pour toute la France. Enfin, il y a eu plein de périodes de grands chamboulements entre quasiment... voilà, mais en tout cas, c'est à cette époque-là qu'a vécu et qu'a documenté Zola, excusez-moi, et c'est notamment à cette époque qu'il y a eu les grands boulevards type haussmannien, vous savez. Et donc, par exemple, le tome 2 de ces Rougon-Macquart, vous savez qu'il y a 20 tomes. Le premier raconte en fait, c'est dans une ville un peu comme Aix-en-Provence, raconte comment toute cette famille qui est au départ des notables un peu bas de gamme, enfin des notables pas très importants d'une ville comme Aix-en-Provence où il explique qu'il y a la bourgeoisie, la moyenne, la petite bourgeoisie et les prolos en gros. Enfin, bref, comment les mecs, enfin plutôt l'aristocratie, la bourgeoisie et les prolos, je crois un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai lu. Comment ils arrivent à prendre le pouvoir en fait de cette ville en jouant justement sur le coup de la proclamation de l'Empire, je crois, hein. Soit je m'en souviens plus, mais en gros il y a un changement politique dans le pays et eux arrivent à aller dans le sens du vent et on voit qu'ils font des coups bas ou autres pour arriver à faire ça. Et il y a notamment une scène incroyable où en fait avec un vieux général ou un vieux truc comme ça, ils font croire qu'ils sont attaqués par des gens et du coup ils tirent un coup de feu et il y a tous les bourgeois qui entendent le coup de feu et après il y a la balle qui est fichée dans ce truc et ils font croire qu'il y a eu plein de batailles, etc. Le truc est super bien fait et c'est déjà ce que je vais vous raconter avec Zola. C'est pour ça que j'adore ça, c'est qu'il arrive à prendre des situations diverses et variées et dans n'importe quel domaine et à te les décrire de manière tout à fait rocambolesque, incroyable. C'est-à-dire quand c'est vraiment des trucs incroyables comme les gens qui légitiment la prise de la ville de Plassans. Elle s'appelle Plassans dans les livres, mais en vrai c'est un peu comme Aix-en-Provence. Donc il justifie comment il justifie la prise de Plassans par cette famille-là. Et toutes les machinations politiques sont extrêmement bien décrites, comme je vous dis, extravagantes, c'est-à-dire c'est des trucs qui atteignent des grosses proportions dans le sujet qu'on traite, mais c'est décrit de manière très, très réelle et très bien faite. Et donc il y a ces premières choses, et sauf que ça s'articule sur plein de sujets différents. Donc la première, c'est la lutte politique dans une ville de moyenne campagne, enfin vous voyez, comment on appelle ça, une ville moyenne, on va dire, Plassans. Le deuxième, c'est directement propulser la curée. La curée, c'est quoi? C'est en fait, curée, c'est un peu comme si on se grattait très fort, je crois, un truc comme ça. Et bref, je sais plus, mais en gros, c'est pour dire, on prend Paris, on la quadrille et on fait les grosses rues haussmanniennes, les gros boulevards haussmanniens, etc. Et en fait, il y a le second fils de cette famille-là, les deux parents qui ont réussi un peu leur coup à Plassans, qui sont propulsés grâce à ce coup et qui ont fait basculer la ville du côté de Napoléon, je crois, il y a un truc comme ça. Du coup, ils arrivent à décoter des places pour leur fils. Et donc, il y a le fils aîné qui s'appelle Eugène, je crois, Sa Majesté Eugène Rougon, c'est le quatrième, Eugène Rougon, c'est le quatrième tome des Rougon-Macquart. Il va être en fait ministre auprès de Napoléon III, et donc c'est l'un des 10 personnages les plus puissants du pays, et ça va être toutes les luttes de pouvoir, voilà, la très haute bourgeoisie comment elle communie entre eux. Je crois qu'il y a une espèce de pseudo-histoire d'amour, je crois que même par moments il se fait un peu dominer par sa maîtresse, et tout ça, et enfin il y a vraiment des personnages très forts, féminin, masculin, si ça a une importance, mais excusez-moi, donc je vous dis, il y a celui-là qui est aux portes du pouvoir, voire même non, au pouvoir tout court, ascendant, descendant, remonté, puis à la fin, voilà. Donc il y a tout vraiment un cheminement, comment tu montes au pouvoir, comment tu t'y maintiens, qu'est-ce qui t'arrive quand tu chutes, etc., qui est incroyable. Et ce que je vous dis, c'est donc à chaque fois qu'il y a un sujet il est extrêmement bien traité. Donc il y a le pouvoir, la conquête politique, le pouvoir dans les sommets, le côté plutôt financier avec la curée, puisqu'on va en fait investir ou acheter des immeubles miteux, dont on va se faire dédommager par la banque parce qu'ils vont être achetés pour être détruits pour faire des trucs haussmanniens. Donc les mecs se font ça. Ah non, et c'est dans celui-ci, ouais, où il y a René, une femme qui séduit un peu. Eurystide, je crois, enfin je sais plus comment il s'appelle le héros, mais bref, donc là il y a le côté un peu financier, dans l'autre il y a le côté politique. Alors je sais plus quel est le troisième tome, je crois que c'était un truc sur un prêtre
Donc on va parler de la prêtrise, de comment voilà un prêtre va accomplir sa foi dans un coin où il y a deux gens qui s'en foutent complètement de la religion, qui viennent, il y a quelques vieilles qui viennent un peu fétichistes ou autres, mais la plupart des gens s'en battent, et puis il va tomber amoureux finalement d'une femme un peu très sauvage, etc. Et il y a toute une seconde partie où il va remettre en question toute sa croyance, etc. Donc ça, c'est le deuxième, le troisième tome. Puis après, je pourrais vous faire tous vos quatrième, cinquième ou autres. Ça prendrait pas mal de temps. Mais enfin l'idée c'est que par exemple il y en a un qui est incroyable, c'est Le Bonheur de Dame qui est très connu. Alors je sais plus combien de c'est le 9e ou le 10e. Ça raconte en fait le premier Galerie Lafayette, le premier Bon Marché ou autre. Et donc il y a une vidéo UseGag qui en parle très bien. Une vidéo de Growth Hacking, c'est une chaîne. Alors le nom fait pitié. Hein. Growth Hacking, c'est comment en gros faire grossir ta communauté ou autre, comment acquérir de la croissance sur un sujet donné. Je suis d'accord, ça fait pitié. Et le mec, en plus, c'est pas particulièrement charismatique ou autre. Mais ses vidéos sont superbes. Et il y en a une où il va parler de... comment il s'appelle je crois que c'est... Attendez, Cognac G. Je crois que c'est Cognac G. Parce que je crois que c'est le couple Cognac G qui, au départ, a... Mais je suis vraiment pas sûr. Hein, je dis peut-être une connerie. C'est un couple comme ça, en tout cas. Essayez de voir. C'est une photo où il y a des gens anciens dans cette chaîne. Alors, regardez, si j'écris... Non, je vais pas le faire parce que là j'ai qu'un écran, j'ai pas envie que quand j'écris ça fasse des conneries ou autre. Donc je vais pas écrire dans le truc. Normalement j'ai deux écrans et en fait je peux chercher des mots sur le deuxième écran, mais là vu que j'ai qu'un écran, je peux pas le faire. Allez, c'est pas grave. Donc ce couple-là qui a mis en place des premières stratégies de marketing pour vendre et emmener les gens dans un parcours du consommateur, satisfaire les dames. Et en fait tout ça est extrêmement bien décrit, mais bien mieux que dans un bouquin de marketing ou autre, alors que c'est pas la compétence phare, la compétence principale de Émile Zola. Il arrive à t'emmener vraiment à travers les yeux de je sais plus, Antoine Mouret, je crois, c'est lui, celui qui hérite du Bonheur des Dames, qui a au début un petit magasin, puis il fait grossir, et il y a toutes les stratégies qui sont exposées. Il dit oui, qui a le portefeuille, qui achète et tout, qui a cette propension au consumérisme dans le couple, c'est la femme et les enfants et tout. Donc tu vas proposer des trucs pour divertir les enfants, tu vas proposer des comment ça s'appelle, des prix d'appel, des expériences, enfin bref, des parcours avec des expériences, etc. Il y a plein de stratégies qui sont incroyables quand tu les lis. Et il y a en même temps cet homme qui a énormément de succès. On voit qu'il y a plein de femmes qui le courtisent, mais bon, celle pour qui il a tiré, c'est celle plus ou moins qui le courtise pas. Enfin bref, ça c'est un classique, mais c'est des thématiques qui se répètent quasiment jamais en 20 bouquins, qui sont très spécifiques et extrêmement bien détaillés et exploités dans des sujets divers et variés. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle La Bête Humaine. Alors j'ai jamais lu, mais apparemment je crois que c'est un tueur en série, non? Et c'est un parallèle entre un tueur en série et le chemin de fer, on m'a raconté, mais je l'ai pas encore lu. Mais je suis sûr qu'il va aussi traiter extrêmement bien du fait de voilà ce qu'on appelle les thrillers ou autres. C'est fou. Et dans l'Assommoir, c'est la misère sociale. En particulier dû à la consommation d'alcool. Hein. L'Assommoir, je crois que c'est le nom du bar où il y a un grand alambic, et voilà, au départ, donc il y a le couvreur zingueur, là, le père de Nana qui est sur le truc, ça, Nana lui fait coucou, bam, il tombe. Après, là, à partir de là, tu vois que la famille avait gravi l'échelon, et puis à partir de là, ça part en C. L'alcool vient accélérer le processus. Donc le milieu ouvrier, les petits gagneurs du milieu ouvrier. Ah non, le troisième, j'ai oublié de vous dire, c'était Le Ventre de Paris. J'adore en plus Le Ventre de Paris. Le troisième bouquin parle des halles. Vous savez, les halles, maintenant c'est une espèce de truc avec un toit qui coûte très très cher, 236 millions d'euros, hein, la canopée des halles, et qui vend des trucs, enfin c'est un centre commercial basique. À l'époque c'était les grandes halles, le grand marché de Paris, et donc c'est plongé dans cet univers avec la bouchère, le boucher. Il y a une scène de V à un moment, ouais, je me souviens, où c'est décrit. Bref, il y a énormément de choses. La livraison des produits, après une fois qu'ils arrivent, comment ils négocient ça. Puis il y a la différence entre déjà un peu comme le rôle de l'aubergiste dans Kaamelott. L'aubergiste dans le Cameroun, enfin dans Kaamelott, selon une vidéo de SciPlay, c'est genre le bourgeois qui a besoin d'immobilisme, etc. Qui veut gagner, qui s'en fiche un peu des soubresauts politiques ou autres, qui va être anti-gilet jaune, anti-changement, etc. Ce qu'il veut, c'est l'ordre pour faire son business, enfin son affaire, et que tout continue, voilà, qu'ils deviennent de plus en plus ventrus, etc. Et en fait, il y a déjà cette carte équipe là qui est pointée
du doigt qui peut être, qui peut pas avoir un bon fond ou autre, mais qui est montré un peu et les problèmes que peut emmener ce type de cloisonnement dans le troisième tome, Le ventre de Paris, avec de l'autre côté, il dit le mec mince, quoi, celui qui est pas forcément politisé ou autre, mais qui a pas cette propension à la bourgeoisie, qui peut avoir des idées, du coup le mec va taper du bagne, etc., va avoir une vie difficile. Enfin bref, le ventre de Paris est très appréciable aussi. Il est pas très connu, mais il est super, et j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, à chaque fois, ce sont des sujets complètement éclectiques, très bien traités, et il y a des liens familiaux, donc on voit un peu où on progresse, et voilà, moi je trouve que c'est pas embêtant quand on lit ça. Les phrases coulent toutes seules, il n'y a pas des surabondances de descriptions, enfin ça doit se trouver ça et là, mais franchement je trouve que ça reste très lisible, hein. C'est du Zola, vous allez forcément enrichir votre vocabulaire ou autre en le lisant, vous allez en apprendre beaucoup plus sur ce qu'a été le Second Empire, et il n'y a pas que la vie parisienne, hein. Comme je vous dis, il y a 20 bouquins. Il y a un bouquin, par exemple, comment il s'appelle? Une vie? Non, ça c'est Maupassant, je crois. Comment il s'appelle? Il y a un bouquin qui se passe en Normandie, en fait. C'est une famille de bourgeois en Normandie où il y a un fils qui est un peu... comment dire? Il arrête pas d'avoir des idées. En fait, il a du génie. En médecine, en physique ou autre, il a du génie, mais pas de rigueur. Et en fait, à chaque fois qu'il se met dans un truc, il s'y met à fond, passionnément pendant X mois, et à la fin, par contre, il s'en désintéresse. Et il a des crises où il va être complètement dépressif ou autre, et toute cette famille là donc qui structure autour de son fils, mais il y a le père qui a la goutte, vous savez, la maladie acide urique, c'est quand l'acide urique s'évacue mal, donc t'as tes articulations qui gonflent, qui deviennent extrêmement douloureuses. Tout ça est très bien décrit, et je le connaissais moi avant ça c'est décrit aussi dans le tome 5 de Game of Thrones, le jeu de Trône de Fer, parce que le prince de Dorne il souffre de ce truc là, donc effectivement bon, ça fait écho, hein, voilà, c'est pas le seul livre à avoir parlé des goutteux, comme on dit, ceux qui ont cette maladie d'acide urique, mais voilà, c'est un petit rappel, et en fait il y a plein de trucs qui secouent cette famille. Il y a notamment le fait qu'il y a une fille qui arrive avec tout l'héritage, et il y a comment la famille au départ a de la vergogne, a de la honte à piocher dans cet héritage, pendant que la fille dit non, faites, et puis au fur et à mesure qu'il y a de la rancœur qui se crée à l'égard de cette fille, alors que cette fille leur a tout donné et a tout sacrifié pour eux, et bien à la fin ils en viennent à la mépriser, à préférer un autre parti, etc. La fille devient complètement dépressive, très altruiste, etc. Et c'est vraiment des comportements différents qui sont montrés, ça vous transporte, les personnages sont tous touchants, et ça, si, il y en a des caricaturaux, mais ça reste très crédible, quoi. Et c'est ça vraiment la multitude des personnages qui se recoupent pas, la multitude des points de vue. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas Paris, il y a le Nord, vous le savez, hein, les mines du Nord, la Normandie, Plassans. Il y a 3 ou 4 trucs, hein, à Plassans. Il y a le docteur, je sais que le docteur Pascal, ça se passe à Plassans aussi. À la fin, il y a la conquête de Plassans. Il y a un moment, il y a je sais plus comment il s'appelle celui-ci, je crois que c'est le 5e. Il se passe avec un prêtre, en fait, qui vient, on ne sait pas trop sa fonction, et le prêtre va un peu souffler le chaud et le froid, et il y a une famille qui héberge ce prêtre, qui va en fait vivre plein de péripéties à cause de ça. Alors je me souviens plus quel est trop le propos du bouquin, mais je sais qu'il était super intéressant aussi, celui-là. Je me souviens même plus de son nom, hein. Je crois que c'est le 5e. Ça s'appelle... Attends, non, ça s'appelle La Conquête de Plassans, parce que le premier s'appelle La Fortune des Rougons. C'est ça. Et alors là, je vous parle peut-être du 5 ou du 6e qui s'appelle La Conquête de Plassans, qui est pas mal aussi. Voilà. Mais ils sont tous super. Et même, il y a celui que j'ai arrêté de lire, parce que j'étais en train de le lire, je l'adorais, et j'ai arrêté de le faire, ça s'appelle L'Œuvre. L'Œuvre, donc vous croyez que ça va être un peu chiant, que ça va parler d'art et tout. Alors oui, ça parle d'art, effectivement. Ça parle d'un mec qui est un dépressif comme d'hab, qui voilà, peint sa toile, et puis il manque d'inspi, puis après il rencontre une meuf, puis il se marie avec. Enfin bref, c'est incroyable. Il veut s'éloigner de la vie mondaine un peu, et ça me rappelle d'ailleurs le titre d'Orelsan, là, l'une de ses chansons préférées, l'une de mes chansons que je préfère de son nouvel album, qui s'appelle Seul avec du monde autour, où en gros il dit qu'après avoir connu la vie parisienne, etc., maintenant il est un peu isolé dans une maison près de Caen, il voit la mer, il a une vie avec peu d'internet, pas de réseaux sociaux et tout, c'est tout l'objet du refrain, etc. Et ça rappelle un peu cette comment ça s'appelle,
œuvre-là, mais sauf que Orelsan a déjà connu le succès après 4 albums et va s'isoler. Là, c'est une personne qui a pas encore connu le succès ou un succès très relatif, qui, je crois même à un moment, il fait une exposition et les gens se moquent de lui, voilà, où ils ont des mauvais mots par rapport à ses œuvres, et il va s'isoler dans la campagne avec sa femme dans un délire un peu que permaculture, quoi. Ils deviennent un peu autonomes et il voit personne, sauf que lui, cette vie parisienne, le contact et tout lui manque, il commence vraiment à être aigri, etc. avec sa femme, puis à la fin, il revient. Enfin, j'ai pas terminé le truc, mais ça, c'est des turpitudes qui nous touchent tous. Vouloir un isolement social, être amoureux d'une femme, vouloir s'isoler, cultiver notre indépendance à deux, etc. On le fait tous. Et là, faut voir comment une personne qui est pour moi un génie, qui sait mettre des mots sur des pensées et qui sait développer des pensées de manière vraiment très précise et efficace, comment cette personne-là choisit de traiter le fait de cette reclusion dans la vie bucolique en couple, et puis comment la beauté éphémère du début peut, enfin du coup c'est dans le mot, hein, éphémère, peut s'estomper peu à peu pour laisser place à une rancœur ou un certain manque, etc., à une fétichisation de la vie mondaine ou autre, c'est intéressant à lire, et moi c'est pour ça tous ces sujets-là je les trouve extrêmement bien abordés. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse, en fait, voilà, il y a chacun des sujets est abordé avec brio. Comme je vous l'ai dit, c'est du réalisme, donc quand il va parler de la mine, il s'est renseigné. Quand il va parler des stratégies mercatiques pour les premiers grands magasins, il s'est renseigné et il en parle très bien, et c'est pour ça que moi que ça fait son génie, c'est qu'à chaque fois on ouvre un truc, on sait pas sur quel sujet on va être amené, mais on va être bien amené, ça va pas aller que dans un sens, parce qu'on peut se dire Germinal, ça va que dans un sens, c'est les mecs qui résistent au capitalisme ou autre. Oui, mais à un moment, il y a, bon, ça dure pas beaucoup, mais c'est un petit chapitre ou même un demi-chapitre ou que quelques pages où on parle d'un mec du coin qui a plus ou moins laissé sa mine en autogestion, et le truc s'est effondré au bout de 3 mois parce que du coup il y avait plus assez de pression sur les salaires, etc. Et donc il y a, enfin je me souviens plus, hein, c'est un petit truc au moment, mais il y a tous les points de vue qui sont abordés. Puis t'as le point de vue du patron qui est pas forcément viscéralement mauvais ou autre, t'as le point de vue des ouvriers qui vivent quand même une misère et qui sont écrasés, et voilà, donc c'est ça. Alors je sais pas si c'est pertinent ce que je vous ai dit, ou si n'importe qui au final peut prendre un sujet et voilà, faire un livre dessus, un premier livre sur le harcèlement pour Bruce Benramran, un deuxième livre sur un tueur en série, je crois, le truc là, vous voyez. Mais enfin je sais pas, Zola en tout cas se renseigne très bien sur ce qu'il dit, il dit pas des conneries historiques ou autres. Il décrit très bien toutes ces situations. Ces personnages ne sont pas des clichés sur pattes, et il y en a beaucoup, et on les différencie bien. Alors moi pareil, j'aime bien Dostoïevski, mais putain, va différencier les noms russes quand tu t'entends pas. Moi ça m'a fait galérer au départ quand tu le lis, tu vois. Alors qu'au moins on n'a pas trop ce côté-là chez Zola, tu vois. Bon, ça c'est un petit côté pratique qu'on dépasse assez rapidement, je suis d'accord, mais il y a ce côté-là, les gens enfin, les personnages se différencient très facilement, etc. Et les sujets sont très bien traités. Maintenant, je vous parle un peu de mon livre préféré, Germinal. Alors, j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à Germinal. Là, ça fait déjà 23 minutes que je parle. Mais bon, ben voilà, Germinal, je pense que tout le monde connaît. Il y a une série. Moi, j'ai ni vu le film de Germinal, ni vu la série qui est en train de sortir en ce moment sur France 2, mais qui a l'air très intéressante. Et que ben, j'aimerais bien la voir aussi pour en parler sur ça. Mais Germinal te décrit en fait. Et moi, c'est vraiment un truc qui trouve un écho en moi, c'est qu'à un moment les forces du capital, des milliardaires, des possédants vont forcément pour moi m'écraser dans un monde où tu peux faire appel à de l'immigration et à de la robotisation à outrance. Tu vas forcément à un moment être en position de supériorité sur la masse, qu'elle soit diplômée ou non, qui va pas pouvoir s'insérer, avoir un travail dans une économie qui nécessite que tu aies un travail pour survivre. Et en fait, Germinal montre le point de rupture en fait entre ce capitalisme qui t'exploite, parce que c'est littéralement de l'exploitation, comment ils travaillent, enfin, c'est des conditions en plus absolument ignobles. Moi je suis pas claustrophobe, mais quand t'es plongé dans les mines, que tu vois que tu descends pendant X temps, puis que t'es là, t'as pas beaucoup de d'air, tu dois avancer courbé, tu dois porter des trucs lourds, t'as un peu les conditions physiques qui sont explosées, puis les percussions qu'entraînent tous ces trucs là. Bref, quand tu montres cette exploitation là qui te laisse à peine de quoi vivre et même pas du tout de quoi t'émanciper en fait, tu peux un peu limite dépenser ce qui te reste dans l'alcool, mais même avec de la bonne volonté, de toute façon t'es pas éduqué à, comment ça s'appelle, à
économiser pour investir et autres, c'est vraiment un trou sans fin où en fait des générations de personnes vont se faire broyer par le capitalisme et sans aucune porte de sortie. Tout ça est extrêmement bien décrit dans ce que c'est que la mine et où enfin tu comprends très bien en lisant ça que les mineurs aussi aliénés, enfin tellement aliénés étaient-ils à cette époque que quand on a interdit pour voilà les droits de l'homme ou autre le travail des enfants, les mecs gueulaient, disent non, les enfants ils peuvent porter les lanternes, ils peuvent se faufiler dans les trous, ils peuvent aller faire dans les trucs et tout. On a besoin d'eux et on a besoin qu'ils travaillent, on a besoin des sous qui nous ramènent à la maison. Et ça c'est assez incroyable parce que c'est quand même, on va pas se mentir sur le fait que c'est une aliénation, enfin je sais pas, mais vous voyez quand même le genre de débat que ça implique et ça nous montre vraiment un pan de la société française. C'est vrai que par-delà ses qualités artistiques, descriptives, etc., ça nous apprend des choses sur notre société française, sur les valeurs, enfin pas vraiment les valeurs, mais en tout cas ce qu'a été la France et comment elle s'est forgée, autour de quel artisanat, de quels mouvements sociaux ou autres elle a émergé, du moins il y a un peu plus de 150 ans. Et ça c'est important parce que c'est notre histoire et c'est important pour nous qui parlons un peu d'identité française ou autre. Même si une identité avec beaucoup de métiers qui ont disparu ou autre, c'est bien de nous rappeler un peu d'où vient. Et bref, donc c'est un sujet qui me parle parfaitement et où on voit que ce qui va décider de la réussite de cette Grèce, c'est le fait d'agir de façon commune, en se faisant en fait un pot commun où tu vas pouvoir tenir le plus longtemps possible face au capital. Et on voit que c'est ce qui manque dans cette organisation germinale, qui ne met pas assez dans le pot commun. Le pot commun va servir après à acheter de la nourriture pour que tu tiennes le plus longtemps possible sans travailler, de manière à ce que ta grève soit impactante, et parce que s'ils savent que ta grève tu vas l'arrêter au bout de 2 semaines, ils vont rien lâcher les patrons. Donc le but est de résister le plus longtemps possible en se rationnant pour que ils commencent à lâcher du lest, qu'ils commencent à lâcher 1 centime, 4 centimes ou plus du charbon que tu vas ramener ou autre. Et c'est tout ça l'objet, et c'est extrêmement bien décrit, et tu comprends bien en plus tous les mouvements. Il y a les communistes un peu qui essayent de prendre ça, il y a le mec qui veut vendre celui qui a l'estaminet, enfin le truc qui vend de la bière, qui a un peu réussi et qui a une grande gueule. Il y a Étienne Lantier qui est un peu au milieu, il a des liens avec le communisme ou autre, mais parce que c'est le début des communistes aussi, avec l'international, ça. Il y a le Polonais qui est fervent admirateur de Bakounine, l'exterminateur comme ils disent, donc l'anarchiste. Enfin moi je connais pas trop, mais il y a ces courants-là au moins qui sont introduits et qui sont un peu personnifiés, et tu vois comment les personnes veulent se structurer. D'ailleurs à la fin, enfin, je vous divulgage pas, mais c'est Bakounine qui gagne à la fin. Voilà, si vous savez pas, voilà, je vous dis pas plus, c'est Bakounine qui gagne. Et donc il y a comment tout ça structure, c'est extrêmement bien fait. Tu as des militaires qui viennent à la fin, donc c'est des mecs, voilà, des conscrits, ça les fait chier de venir. Il y en a un qui se fait tuer par un gosse, voilà. Pauvre breton, je crois que c'est un breton. Bon, vous voyez, il y a plein, enfin c'est fou. L'enfance est bien décrite. Il y a un des enfants qui est c'est un enfoiré, mais il est très malin, il arrive à se faire des cavernes de bouffe et tout, c'est n'importe quoi. Tu vois comment Étienne Lantier passe de figure de leader du mouvement à un mec qui est cherché par la police, je crois, puis que les gens désavouent aussi parce que ils le tiennent un peu pour responsable à un moment. Il y a des gens qui meurent, enfin il y a plein de gens qui meurent, et les morts des gens sont très impactantes, et c'est incroyable, vraiment. Germinal, moi voilà, j'adore ce livre. Je l'ai lu qu'une fois, hein, mais j'en ai un souvenir très très ému et vraiment très important. Et moi franchement, enfin quand après on voit la SNCF ou autre qui se met en grève, alors on sait qu'ils sont un peu plus privilégiés que la moyenne, voilà, bon, on sait, c'est pas ça, mais pour moi il y a cette à la résistance au capital et au progrès libéraliste qui va pour moi nous asservir et nous détruire sur le long terme. Je vois toujours une forme de noblesse ou autre, et des grèves qui durent où vraiment le peuple, le gilet jaune ou autre, bon après le gilet jaune c'est un peu différent, il va pas quitter son emploi, il va juste défiler ou autre, mais des gens qui résistent comme ça, qui mettent en cause un peu leur intégrité et s'organisent pour durer le plus longtemps possible pour un bras de fer avec une certaine violence, mais pas une violence à base de coups ou autre, mais une violence un peu économique ou autre. Moi ça me touche beaucoup, et en grande partie grâce à Germinal. Donc c'est pour ça que ce livre-là, je sais pas s'il y a d'autres livres qui parlent de lutte sociale à ce point-là.
C'est possible hein, qu'il y en ait d'autres, il y en a sans doute plein d'autres, mais lutte sociale en France avec ce cadre des mineurs qui est extrêmement bien restitué et comment l'idée est extrêmement bien articulée, extrêmement bien décrite et tout ce que ça traverse et la pluralité des choses. C'est pour moi des œuvres extrêmement riches et il y a pas et sur plein de points différents. Je vous dis là, je vous parle d'un bouquin, il y en a 20, vous imaginez? C'est un truc de fou. Il y en a un sur la médecine, il y en a un sur un demi-habile qui tente plein de trucs. Il y en a un sur attendez, duquel je vous ai pas encore parlé. Je vous ai pas parlé de Pot Bouille, qui est un peu bizarre. Je vous ai pas parlé de Nana sur les courtisanes, qui est incroyable. Je vous ai pas parlé de c'est lequel? Celui où il y a un moment d'égarement? Non, ça s'appelle un truc comme ça. Attendez, je vais voir sur mon téléphone. Mr. Rougon-Macquart. Je vais vous faire une petite épopée, là. On va se parcourir les 15 que j'ai lus ensemble. Je vous fais un petit résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Alors, je ferai une vidéo un jour dédiée à ça, mais là, voilà. Alors, les Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart ou Macabre. Alors, Asie Internet. Ne me lâche pas. Ne me quitte pas. Allez. Mince alors. Ah oui, les Rougon-Macquart. Tac. Allez. Story, list of novels. Alors, la fortune des Rougon, je vous en ai parlé, c'est quand les mecs accèdent au pouvoir en tout cas, gagnent vraiment des galons au niveau de l'administration de Plassans. J'aime beaucoup, il est incroyable. Il est pas très connu, mais les péripéties et la manière dont c'est décrite sont folles, quoi. C'est un coup du sort, un mini coup d'état très bien restitué. Tu comprends très bien les tenants et les aboutissants. Je vous ai pas dit, mais on suit un couple de jeunes gens aussi, dont un qui s'appelle Alfèvre, un nom comme ça un peu à l'ancienne, qui se finit, qui est très émouvant. À la fin, ça se finit pas forcément comme on l'attendait, un peu en position dormeur du Val, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est super, vraiment. Il ouvre le bal, celui-là, tu le lis, La fortune des Rougon. Déjà, tu sais que t'as pas affaire à une enflure. La curée, comme je vous dis, un peu moins intéressant, mais pas mal. C'est sur les spéculateurs haussmanniens. Moi, moins s'intéresser que le premier, mais il est très bien aussi. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de domination, etc. qui sont pas mal. Le ventre de Paris sur les Halles, on suit des personnes donc plutôt plus du quotidien, mais excusez-moi. Plus du quotidien, mais c'est super intéressant sur le marché, sur cette position de la bourgeoisie ou autre. Il y a quelque chose, je crois qu'il est plus court, mais moi j'ai beaucoup aimé Le ventre de Paris. Voilà. La conquête de Plassans, ça c'est notre fameux abbé. Attendez, parce qu'il y a la conquête de Plassans et la faute de l'abbé Mouret. Ah oui, alors la conquête de Plassans, c'est un prêtre qui vient et on sait pas trop, mais c'est un mec qui joue politique, je crois pour Napoléon ou un truc comme ça. Et il est un peu spécial, il est pas mal, mais je m'en souviens plus trop, mais il est pas mal. Après, il y a la faute de l'abbé Mouret. Alors celui que j'ai le moins aimé de tous, c'est celui sur l'abbé qui est en campagne, qui tombe amoureux, justement, c'est dans le titre, la faute. Il tombe amoureux de la femme sauvage qui s'appelle Angeline ou un truc comme ça. Il est pas mal, mais c'est le moins bon de tous. Il y a toute la seconde partie où il est un peu dans les vapes, amoureux avec la meuf, etc. Que moi, j'en ai pas. C'est le seul où j'ai passé des pages. Ça me saoulait, il y avait trop de descriptions autres. Donc j'avoue que si tu lis La faute de l'abbé Mouret, tu risques d'être déçu. Mais il est bien, il s'inscrit dans le truc. Il apporte rien au débat. Il apporte, vous pouvez le passer, mais franchement, il est pas mal. Son Excellence Eugène Rougon, donc ça c'est incroyable, c'est le mec qui est ministre, voilà, t'es propulsé aux portes du pouvoir avec des péripéties en tout genre, il se lit très bien, il est parfait. L'Assommoir, c'est excellent, donc c'est mon deuxième préféré et c'est l'un des plus, ou troisième, c'est l'un des plus connus. Voilà, ascendance et descendance, enfin l'apogée puis la chute d'une famille ouvrière qui tente de s'en sortir. C'est excellent. Voilà, j'ai pas plus à dire. Vous le connaissez tous. C'est très bien décrit. Le mari qui se tape un délirium trémas à la fin. Gervaise qui commence par une humiliation. D'ailleurs, mais la scène d'ouverture, je sais plus si c'est l'ouverture, mais la scène où elles sont au bateau, au lavoir. Que Gervaise s'engueule avec une de ses copines et que les deux disent des trucs pour s'humilier. Mais moi, je lis ça, j'ai le feu aux joues
quand je lis le rouge aux joues, le faux poudre, enfin, je me sens humilié à la place des meufs qui s'insultent. C'est extrêmement grave ce qu'elles se disent, et j'ai envie d'en venir aux mains. Et quand Gervaise la prend et la corrige comme ça, je suis désolé, mais l'émotion esthétique est là, c'est extrêmement bien fait, et tout est extrêmement bien imagé, etc. T'as l'impression d'être au milieu des lavoirs, etc. Donc c'est fou, et moi j'adore l'Assommoir, tu vois la petite nana, etc. Une page d'amour. Une page d'amour, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas celui-ci, une page d'amour, qui est déjà le titre. Mais qu'est-ce que ces titres sont beaux, punaise. Une page d'amour. Je crois que c'est celui-ci où il y a un médecin, je crois, qui est marié avec une femme, et puis qui a une de ses voisines ou travailleuses ou autre qui vient, et puis les deux en fait ont un amour et je trouve que tout est dit dans le titre en fait. Une page d'amour, c'est une page dans un livre, c'est l'amour qui te traverse, qui veut te faire faire des folies que tu contrôles pas, etc. Et alors je m'en souviens plus comme ça, je me souviens plus du nom des protagonistes, mais j'en parle, je me sens un peu ému quand je parle. Je me souviens que c'était une bonne expérience, faudrait que je le relise, il était vraiment bien. Et je me souviens que je me sentais l'émoi te traverse en fait quand tu lis ces trucs là, et tu te dis oh là là, l'homme qui a la vie carrée, etc. Mais je me souviens plus, mais il est très bien. Nana, il fait partie des 5 classiques, hein. Je pense que les 5 classiques c'est Germinal, Assommoir, Bonheur des dames, Nana et peut-être on va dire qu'il y en a 4. On va dire qu'il y en a 4. Qui sont les quatre empereurs, on va dire, sont ceux-là. Mais bon, Nana, je vous en parle pas. Splendeur et misère d'une courtisane. Alors bon, il y a un autre livre qui s'appelle Splendeur et misère d'une courtisane qui parle peut-être de la même chose, mais Nana. C'est incroyable, c'est incroyable. La société française bourgeoise où la femme n'était là que pour les enfants et l'éducation, et pour les choses de l'amour, pour les trucs de l'état de la représentation, etc. Tu prenais des petites courtisanes. C'est toute une culture française effectivement dont on a quelques héritages, mais voilà, qui est déjà intéressant de voir, mais après, il y a pas que là-dedans que c'est décrit. Je crois que dans Ben Ami aussi, on met un peu l'accent sur le pouvoir qu'avaient au final ces femmes, oui, avec leur pouvoir de séduction. Et dans Nana, c'est très bien dit. Enfin, Nana, à un moment, elle est au sommet de l'Europe. Enfin, je crois, elle est vraiment dans des très hautes sphères. Puis à la fin, par contre, elle chope une maladie. Enfin, je sais plus comment elle termine, la pauvre Nana. Elle était si gentille dans l'Assommoir et tout. C'est ça qui est bien en plus. Tu les vois grandir. Moi, j'adore les fresques. J'adore les livres, les BD, les films qui se passent comme par exemple Place Beyond the Pines, vous connaissez, avec comment il s'appelle là, Ryan Gosling, qui se passe en 3 actes, où je crois, ou 2 actes, 2 ou 3 actes, où t'as la situation initiale, puis comment les personnes grandissent par rapport à des situations données. Et moi j'aime beaucoup. Par exemple, en livre, il y a aussi L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui montre un personnage que tu connais à ses 8 ans, que tu vois sa formation de ses 8 à ses 10, à ses 12 ans, tout est très détaillé et tout, et puis à la fin tu le vois vieillir, tu vois à 18 ans, à 30 ans, quand il rencontre les problématiques d'adultes, etc. Et j'aime beaucoup, moi, les gens qui vieillissent et qui rencontrent différentes problématiques au fil de leur vie ou autre. Alors, Germinal, qui est mon œuvre préférée, n'est pas une fresque, puisque ça se passe sur quelques mois, ou maximum quelques années, mais je dirais plutôt quelques mois, mais je l'aime beaucoup aussi. Mais en général, j'aime beaucoup tout ce qui est fresque, et là en fait toute l'œuvre des Rougon-Macquart est une fresque, avec les différentes parties des familles qui évoluent. Et donc par exemple Nana, qu'on voit dans l'Assommoir, qui est à la cause de sa déchéance de sa famille parce qu'elle a fait coucou à son père, hein, faudra pas lui pardonner à Nana, et bien à ce destin qu'on lui connaît. Ensuite on a l'argent, dont je me souviens même pas. Alors attendez, le ventre de Paris, la faute. Non, j'en étais à l'Assommoir, excusez-moi, Nana. Ensuite, on a Pot-Bouille. Ah oui, non, mais l'argent, c'est le 18, c'est pour ça que j'ai pas lu. Ensuite, on a Pot-Bouille, donc ça, c'est un truc avec des bourgeois qui se draguent entre eux. Je sais pas, il est un peu oubliable, hein, il est pas fou. Au bonheur des dames, qui est incroyable, hein, c'est un de mes préférés, enfin c'est fou quoi. Quelle précision et grandeur il décrit tout ça, c'est fou. La joie de vivre. Ah mais c'est celui-là, la joie de vivre, qui se passe avec le. C'est ironique, ça s'appelle la joie de vivre, alors que toute cette famille normande, vous savez ce que je vous dis avec le mec dépressif qui se lance dans plein de projets, c'est drôle, ça s'appelle la joie de vivre, mais tu vois en fait la dépression d'une famille qui connaît un peu grandeur, un peu une famille
notables en Normandie c'est un truc un peu basique, un peu en huis clos, mais extrêmement touchant. J'aime beaucoup La Joie de vivre. Germinal, mon préféré. L'œuvre sur lequel je suis en train de lire, donc c'est le 14e, et que je n'ai pas terminé, qui est très bien, qui raconte cette problématique de permaculture, etc. Alors, on en somme à combien de minutes maintenant? 40, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, livre affreusement chiant, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je prends mon pied, alors que je suis pas un grand amateur de littérature ou autre, mais je prends mon pied et je trouve ça incroyable. Une complaisance à décrire la misère, oui et non. Oui et non. Pourquoi une complaisance? Déjà, complaisance, ça veut dire... Attendez, on va... Alors, merde, ça m'énerve, je peux pas chercher des trucs. Alors, voyons voir, complaisance. Complaisance. Il se complaît, c'est ça, ça veut dire disposition de celui qui se cherche à faire plaisir en s'adaptant au goût, au désir. Mais non, mais à un moment, quand tu décris la société française et que dans ta société française, tu as 30% de prolos, c'est tout à fait normal que tu les décrives, que tu en parles dans 2 ou 3 bouquins sur 20, non? En plus, il décrit beaucoup de notables, hein, il décrit la prêtrise, donc le clergé, les prêtres plusieurs fois avec l'abbé Mouret, avec la conquête de Plassans. Il décrit les familles notables normales. Il décrit la petite bourgeoisie dans le ventre de Paris, des docteurs. Il décrit les plus hautes sphères du pouvoir. Il décrit tout dans son ensemble. À part peut-être des immigrés, et encore je sais pas, mais et peut-être qu'à l'époque il y avait tellement peu d'immigrés que de toute façon, bah si, il y a un peu, puisqu'il y a un Ukrainien ou un Polonais là, il y a le Polonais fan comment il s'appelle, Bakounine, le Polonais fan de Bakounine dans Germinal. Mais il décrit toutes les strates de la société. Et dans ces strates, toi, tu ne connais que Germinal et l'Assommoir parce que c'est les 2 meilleurs. Mais tu connais aussi le Bonheur des Dames. Bonheur des Dames, il y a effectivement les bonnes qui vivent, qui sont exploitées, c'est un truc de fou. Les pauvres, mais il y a aussi l'entrepreneur. Et il y a comment cet entrepreneur vit, investit, etc. Et il y a tout ce côté-là. Donc, complaisance à décrire la misère, non monsieur. Vous êtes arrêté vous avez une lecture partielle de la chose, parce qu'en plus dans Germinal on passe pas mal de temps aussi à décrire le directeur de l'usine, les contremaîtres, ce genre de choses. Dans l'Assommoir non, parce que l'Assommoir c'est dédié vraiment au quartier de la Goutte d'Or, donc t'as au maximum les petits bourgeois là, ceux qui ont les cousins du mari ou les frères, je sais plus, qui ont ce business, enfin cette affaire de faire de l'or ou autre. Gervaise, qui devient aussi une petite bourgeoise quand elle a son truc qui s'en sort bien, là, son affaire de laverie, que je crois que c'est de la laverie, hein, ce qu'elle fait, que ça commence à bien s'en sortir. Puis après ça déclin. Donc non, pour moi, la misère est pas décrite avec complaisance, elle est décrite brute quand elle arrive à certains moments. Parfois tu peux t'en sortir, parfois elle te rattrape. Et il y a de tout. Il n'y a pas que la misère économique ou autre. Il peut y avoir de la misère sociale, affective, de la dépression ou autre. Donc pour moi, et non, il y a toutes les strates sociales. On peut pas dire qu'il fait que décrire la misère ou qu'il y a de la complaisance. Pour moi, il le décrit très bien. Matérialisme totalement déprimant. Alors le matérialisme, c'est quoi déjà? C'est le fait de ne pas avoir de valeur spirituelle, c'est ça, de pas être rattaché à des trucs genre... Ça dépend. Il y a des personnages l'abbé Mouret ou autre, il y a des personnages qui sont traversés par des élans spirituels ou autres et qui ne les remettent pas en question. Après, c'est l'extrême majorité, je vais pas te le cacher dans ce que j'ai lu, on va dire 90% des gens, ça va être des matérialistes sans conscience, effectivement sans penser au spirituel ou autre. Ce que je suis aussi, moi je suis un matérialiste, je pense jamais à la spiritualité, au métaphysique ou autre. Et moi du coup je me retrouve dans son œuvre. Après, est-ce que c'était pas les prémices justement d'une société qui commençait à rejeter peut-être pas les valeurs chrétiennes, mais en tout cas le clergé, etc. Et après, ce qui a donné seulement, parce qu'il écrit ça en 75, 30 ans plus tard, il y a la loi séparation de l'Église et de l'État. Donc, effectivement, on est dans une époque qui rejette effectivement la chrétienté ou autre. C'est quand même il y a 150 ans. Et bon, si on est effectivement un chrétien ou autre, bon, on peut trouver ça déprimant. Mais non, enfin, on décrit très bien ce qui se passe sur Terre. Et puis, tu peux trouver certains axes qui peuvent être non pas déprimants, mais enthousiastes. Mais je suis d'accord que sur la plupart des choses qu'il décrit, ça se finit un peu en eau de boudin, comme on pourrait dire. La plupart des choses se finissent mal. L'Assommoir, ça se finit mal. Germinal, ça se finit mal. La fortune des Rougons, ça se finit bien. Ils réussissent leur coup. Donc en fait, non, tout se finit pas si mal que ça. La joie de vivre, je sais plus comment ça se finit. Mais qu'est-ce que j'aime ces livres. J'ai envie de tous les relire là quand je parle. C'est un truc de fou. C'est mon œuvre préférée et c'est mon artiste préféré.
Alors, continuons. Intérêt de Zola, je t'ai expliqué l'intérêt. Normalement, si vous ne retirez pas d'intérêt de Zola, pour moi déjà, qui décrit extrêmement bien son époque, qui fait des personnages très marquants, et qu'il s'attaque à des sujets qui couvrent parfaitement et de manière très juste, ben moi, c'est déjà trois arguments intéressants. Si vous vous intéressez à l'histoire de France, si vous dites fier de votre culture française, de votre patrimoine, etc., vous êtes obligé de lire au moins 5 livres d'Émile Zola, voilà, je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes obligé de lire au moins 5 livres d'Émile Zola pour au moins connaître ce que c'était que le Second Empire et la vie là-dedans. Donc voilà, mon auteur préféré. J'avoue, c'est mieux depuis qu'il fait du son. Effectivement, Zola, l'artiste, donc Zola, l'artiste écrivain, est vraiment pas mal. Hein, je vous dis mon artiste préféré, mais il y a mon artiste encore plus préféré. Non, bien sûr, j'ai jamais écouté son son. Enfin, j'ai écouté des trucs, mais j'ai pas donné suite, comme on dit. Et effectivement, Zola. Un rappeur, hein, voilà. Sinon, Goethe est assez infâme aussi, mais je lui laisse le bénéfice du doute, c'est peut-être à cause des traductions. J'ai lu un truc de Goethe, mais pas en entier, je crois, ça m'a pas intéressé. Le théâtre de Sartre ne vaut pas grand-chose, ses romans sont nuls, sa philosophie est battue en brèche. La seule chose correcte, c'est à la rigueur son autobiographie, Les mots. C'est d'ailleurs le seul truc qu'on fait encore étudier à l'université. Ok, on nous parle de Modiano, etc. En fait, on nous parle pas de Zola, c'est dommage. En fait, on va que donner des gens qui sont surcotés, mais sans jamais donner d'arguments ou autre, et sans avoir de discussion profonde dessus, donc c'est un peu dommage. Ça se met à critiquer Zola maintenant, la génération Z. C'est pas nouveau, ça fait bien longtemps que Zola est considéré comme une lecture d'études secondaires. Alors, c'est possible, hein. Moi je dis, bah oui, effectivement, moi vous voyez, je suis pas très musclé au niveau de ma littérature, je suis un débutant, je fais partie de l'énorme majorité qui lit pour le plaisir et pas beaucoup, donc en général, quand on parle d'un truc, il y a toujours les 1% et les 99 autres. Et voilà, le sport, les jeux vidéo ou autre. Et moi, oui, je fais clairement partie de la grosse masse. Alors, peut-être du haut du panier et encore au moins de la partie supérieure de la grosse masse en termes de lecture, de connaissances, etc. Mais je fais clairement pas partie du 1%, et sûrement que pour ce 1%, ils peuvent dézinguer Zola ou autre. Mais que des demi-habiles comme moi viennent descendre Zola, dire qu'il apporte rien, complaisant à la misère, ça c'est des faux arguments, c'est claqué, et je vous retourne. Par contre, un mec peut-être comme Modin Malin qui va beaucoup lire, ou d'autres personnes comme ça, peuvent après m'attaquer et me rétorquer, parce qu'eux ils ont lu d'autres personnes et pour venir, non, quelqu'un décrit mieux que Zola le Second Empire, c'est décrit plus rapidement, il n'y a pas ces trucs, parce qu'il y en a qui peuvent être, mais à l'époque ça se faisait, c'était un peu la découverte, je crois, des trucs génétiques, tu vois, que tu transportais des tares et qu'au final ces tares ressortaient et tout. Donc Zola, je pense qu'il était porté par cette vision du monde, fait que voilà, tu pouvais avoir une propension à devenir alcoolique, une propension à devenir violent, etc., et que ça ressortait après dans les générations futures sans que tu les contrôles. Alors Zola était un peu porté ce truc, et donc on peut le critiquer a posteriori en disant non, il y a d'autres auteurs qui n'ont pas mis cette vision un peu critiquable dans leur livre, d'accord, mais voilà, je veux bien que comment j'ai appelé ça, la bourgeoisie intellectuelle échange sur Zola dans les commentaires. Moi je serais intéressé, je lirai tout. Dans un corpus français du bac, il y a toujours un petit Zola tiré de l'Assommoir ou de Germinal, avec une métaphore filée bien grasse d'une mine ou d'un alambic assimilé à des monstres qui dévorent les hommes. Bordel, c'est lourd, facile, inélégant. Ah, c'est sûr, c'est facile à analyser. C'est vrai. Je pense, oui, qu'il publiait ces trucs dans les comment ça s'appelle, dans les tabloïds, enfin pas tabloïds, je sais pas comment ça s'appelait, mais il publiait ces trucs chaque semaine, donc tu avais quand même besoin d'un peu de suspense et que ce soit assez accessible au tout venant, parce que pour que les bouquins se vendent et que les gens continuent de les acheter chaque mois ou chaque semaine. Donc c'est vrai que c'est assez accessible, mais pour l'immense majorité des demi-habiles, des 99% comme nous, on va s'en gargariser et on va vraiment apprendre et on va cultiver un langage, cultiver une manière de s'exprimer, etc., qui nous dépasse, pour la plupart, qui nous dépasse. Après, c'est vrai que si vous faites partie des 1%, bon, je vous juge pas, enfin, voilà, effectivement, dépasser le cadre de Zola, aller sur des trucs lunaires avec 3 niveaux d'interprétation, vous pouvez même pas être sûr de ce qui est interprété, etc., c'est peut-être ce qui va vous faire vibrer ou autre, mais pour nous, le commun, c'est très bien Zola, et justement, le fait qu'il y ait trop de marge d'interprétation pour des mecs pas trop entraînés, c'est un problème, parce qu'on sait pas finalement ce qui va être dit et quel propos, et même avec Zola, il n'y a pas forcément enfin, si, il y a quand même des conclusions un peu claires à tirer de chaque passage, de chaque livre ou autre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, en fait, je voulais juste dire que regarde-moi, c'est débile. J'ai fait une vidéo de 50 minutes sur TikTok, la TikTok Girl, le truc de McFly et Carlito. Les enfants, maintenant, les débiles mentaux qui ont moins de 20 ans, ne sont pas capables de comprendre ce clip.
ne sont pas capables de comprendre les points positifs, d'en parler non, ils ne sont même pas capables de comprendre le truc primaire qui est pourtant assez accessible, qui est véhiculé par ce clip. J'ai fait une vidéo de 50 minutes, alors je crois qu'il y a de 30, ou une vidéo de 30 minutes, je sais plus combien elle dure, mais il y a le 60% qui parle de la lecture du clip, après 40% qui parle des commentaires. Mais le clip est analysé relativement rapidement, et le clip et les paroles, et tu vois que c'est pas une analyse de fou que je fais, mais qui est quand même, voilà, où on retire de la substance de l'œuvre, alors que les gens s'arrêtent à anti-féminisme, t'as dit qu'elle se démaquillait, t'as dit qu'elle se maquillait et qu'on voyait ses seins, donc c'est sexualisation. Les mecs s'arrêtent là maintenant. En 2021, les Zola, ça devient trop inaccessible. Parce que McFly et Carlton deviennent inaccessibles. Donc à un moment, tu fais de l'élitisme. Alors je suis d'accord, moi aussi je suis d'accord avec toi. La métaphore est grasse ou autre. Mais déjà dans le truc du bouquin, après, la réalité n'est pas si elle est complexe, mais il y a certaines choses, il y a des mécanismes de domination, d'attraction, de trucs qui sont pas si complexes que ça. Et quand bien même, je suis désolé, il y a des rapports ambivalents ou autres. C'est pas tout blanc, il y a pas un truc qui écrase les gens ou autre dans les trucs de Zola. Alors oui, parfois il y a une métaphore un peu grasse ou autre, mais c'est pas non plus. Ouais, je te concède quand même que c'est plutôt populaire, etc. Mais voilà, c'est pas aussi unilatéral que tu peux le décrire. Passer le lycée, tout le monde s'en branle de Zola. À l'université, on s'en gausse carrément. Alors oui, je veux bien s'il y a des universitaires. Ah là, on trique des... Je vois pas comment tu peux reprocher à Zola de faire l'étalage de la misère et de s'y complaire, mais pas à Céline. Dissonance cognitive quand tu nous liens. Céline ne décrit pas la misère, contrairement à Zola. Je trouve que le problème de Céline, c'est son argot, etc. Bon, c'est des discussions qui me dépassent. Moi, j'ai jamais lu Céline. Bon, moi, c'est plus trop sur Zola. De toute façon, j'ai énormément parlé. Stendhal, on nous dit qu'il y a des trucs. Je peux démarrer par quoi en littérature française? Ben, tu démarres par Zola, hein, c'est énorme. Il dit les œuvres qui m'ont le plus ému. Nanani, Nanana, Proust, etc. Oui, effectivement, je dois lire Proust, apparemment, c'est super. Bon, ben, allez, c'est terminé. La fin de la vidéo, combien elle dure? 51 minutes sur Zola. Allez, on fera mieux la prochaine fois. Bonne journée à vous, l'élite. À la prochaine.